Bonjour tout le monde, je m'appelle Judith et aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, je viens vous parler d'un sujet que vous ne saviez pas que vous attendiez. Déborah? Quoi? Je suis en train de tourner une vidéo là. Et? Bah du coup, si tu pouvais juste partir, en fait. Genre dégager? Bah ouais, tu dégages du cadre, ouais. Ok, sympa ambiance. Bref. Donc... À l'heure où les foules frémissent autant de froid que d'impatience à l'idée de voir enfin le second volet d'Avatar au cinéma, un retour sur le souvenir que nous a laissé le premier film s'impose. Mais avant ça, je ramène ma pomme 2 minutes pour parler de Inuo, un film d'animation japonais dont on est partenaire et qu'il ne faut surtout pas louper parce qu'il marquera le retour en salle du réalisateur et animateur Masaaki Yuasa, à qui on doit déjà le film Mind Game, la série Devilman Crybaby ou plus récemment le très beau Ride Your Wave. Et si je le trouvais déjà super talentueux et très singulier dans le paysage actuel, Inuo c'est vraiment l'œuvre qui pour moi confirme son génie. Dans cette histoire, inspirée du roi chien, un texte très important dans la culture japonaise, on nous présente un joueur de biwa aveugle et un homme aux déformations monstrueuses qui se lient d'amitié et deviennent de véritables restas grâce à leurs numéros musicaux totalement novateurs. Et comme ces deux personnages très excentriques et subversifs, le film est une sorte d'expérimentation folle, un film punk débridé qu'on peut décrire comme un opéra rock au Japon féodal qui mêle tradition et modernité en explosant toutes les règles, narratives ou visuelles. C'est aussi un exercice de style bluffant qui multiplie les techniques de dessin, ce qui donne un résultat protéiforme à l'ensemble et une patte artisanale de plus en plus rare à l'heure où l'animation, et notamment l'animation japonaise, tend à s'uniformiser aussi bien dans les thématiques abordées que la plastique. Le film est d'abord déroutant avec un récit explosé en forme de mosaïque et des caractères design moins lisses et plus crayonnés jusqu'à devenir carrément envoûtant et plutôt poétique. Tout est toujours imprévisible, le film se métamorphose d'un acte à l'autre pour devenir une comédie musicale ultra galvanisante avec une mise en scène explosive et une énergie contagieuse. Bref, c'est un objet étrange et donc attirant, c'est une déflagration visuelle et sonore et plus globalement une vraie expérience de cinéma qu'il faut absolument vivre sur grand écran à partir du 23 novembre. Ça ne vous aura pas échappé que chez les personnes qu'Avatar a laissées de marbre, et parfois même chez ses défenseurs, une critique assez expéditive ressort. Celle qui consiste à dire que, de toute façon, Avatar, c'est Pocahontas. Et basta. Alors c'est vrai que l'histoire du militaire qui débarque dans un nouveau monde pour y piquer un matériau précieux, qui s'éprend de la fille du roi indigène déjà promise à un autre, et qui va tenter de faire la médiation entre le peuple envahisseur et celui de son crush, on connaît. Et on va pas vous dire qu'il n'y a pas de grosse comparaison à faire entre les deux histoires. Mais une fois qu'on a dit ça, ce serait peut-être plus intéressant de se pencher sur toutes les choses qui différencient profondément Avatar de Pocahontas. Parce que non, le film de James Cameron n'est pas qu'une simple redite en bleu du film d'animation de Disney, loin s'en faut. Il porte des messages bien différents, par des moyens tout aussi différents, et c'est ce qu'on va essayer de détailler ici. Premièrement, arrêtons-nous un peu sur ce qu'on veut dire exactement quand on parle de Pocahontas. Rappelons que cette princesse native américaine a réellement existé et qu'elle était effectivement la fille préférée du chef Powhatan qui vécut à la jonction du XVIe et du XVIIe siècle. Sauf qu'elle avait aux alentours de 12 ans lorsqu'elle rencontra le colon John Smith, et qu'aucune forme de relation autre qu'amicale n'a été relayée entre eux à l'époque, et encore moins de séquences romantiques chantées parmi les loutres et les ours sous les effets douteux d'un quelconque calumet de la paix. Quelques années plus tard, Pocahontas fut enlevée par les colons, qui la retinrent captive loin de sa famille et la maltraitèrent, jusqu'à ce que l'un d'eux l'épouse et qu'elle soit envoyée en Angleterre, où elle attrapa une maladie dont elle mourut à seulement 22 ans. Et oui, c'est pas très gentil, mamie arbre et raton laveur farceur, tout ça. Donc en réalité, quand on dit qu'Avatar, c'est Pocahontas, on fait uniquement référence à l'adaptation très libre que Disney a faite de ce mythe fondateur en 1995. En d'autres termes, on parle d'une structure narrative artificielle, plaquée sur de vagues inspirations historiques, et cette structure, comme beaucoup de scénarios basiques, on la connaissait avant Pocahontas et on la retrouve aussi beaucoup depuis. L'affrontement entre deux clans en toile de fond d'une histoire d'amour qui peine à réconcilier les ennemis, on en voit au moins depuis que Shakespeare a écrit Roméo et Juliette. Et James Cameron semble plutôt kiffer ça d'ailleurs, puisqu'on trouve des éléments similaires aussi dans Titanic, où une jeune femme promise à un emmerdeur défie les codes de son monde pour aimer un homme qui appartient à un univers différent. Certes, ici on retrouve l'idée d'un nouveau monde à conquérir et d'une nature à respecter,
Mais la structure du scénario même n'appartient pas qu'à Pocahontas, ni même à Avatar. Maintenant, attardons-nous sur la différence la plus évidente entre les deux histoires, c'est-à-dire l'époque à laquelle les événements ont lieu. Pocahontas se situe dans le passé, car comme beaucoup de films américains, notamment les westerns mais pas que, ils tentent à raconter et à commenter la naissance de la civilisation nord-américaine moderne à travers le récit de l'arrivée des colons sur le territoire. Pour ne pas dire le massacre des natifs américains par les Européens, nous sommes d'accord. L'idée est de familiariser le spectateur avec l'histoire de leur continent et de capitaliser sur ce qu'ils en savent déjà, tandis que chez Cameron, on est projeté dans le futur, même si, cette fois, on n'y croise aucun T-800 et encore moins de T-1000. Avec sa critique des moyens militaires modernes et de l'expansion des civilisations bétonnées, Avatar porte un discours politiquement tourné vers l'avenir. Le film a besoin du genre de la science-fiction pour prédire ce que peut devenir notre civilisation et imaginer un avenir meilleur, avec moins de capitalisme et plus de jardinage. Donc même si les deux films racontent une histoire d'amour universelle, ils participent de deux intentions distinctes du cinéma américain. Par ailleurs, on note que si Pocahontas fait largement référence à de réelles figures historiques, le film raconte absolument n'importe quoi sur leur vie, et rencontre le problème classique des biopics ou des films historiques, à savoir utiliser les fameux faits réels tout en les bafouant allègrement, tandis qu'Avatar choisit de s'affranchir d'un cadre historique pour parler d'un futur qui peut devenir réel, plutôt que de relater un faux passé. Après ces questionnements de frise temporelle, penchons-nous maintenant sur la question du héros. Enfin sur le cas de Jake Sully surtout, parce que le point de vue n'est pas le même dans Avatar, où on suit l'homme intrus, que dans Pocahontas, où c'est davantage la princesse autochtone qui est l'héroïne. Cette question de différence de point de vue, elle est importante. Dans le film de Cameron, on va voir l'histoire à travers les yeux de celui qui apprend, et nous placer dans une position humble par laquelle nous devrions nous sentir concernés. Enfin si toutefois, le naufrage écologique que nous vivons en ce moment vous chatouille un tant soit peu le coin du cerveau. Et alors en parlant d'humilité, on peut dire que c'est un petit peu la qualité qui manque cruellement à John Smith au début de Pocahontas. Beau gosse qui a l'air sorti d'un salon de coiffure même quand il se prend une vague sur la tronche, il est fort, il est blond, il est admiré de tous, bref c'est un premier de la classe insupportable. Et accessoirement, il n'est pas peu fier de compter de nombreux massacres de natifs américains à son actif. Jake Sully, de son côté, nous est d'emblée présenté comme un personnage fragile. Ancien militaire, la perte de ses jambes au combat le met au banc de la société, et il ne participe à la mission sur Pandora que pour remplacer son jumeau décédé. Il n'est pas formé pour le travail qu'il doit effectuer, et l'équipe ne croit pas en lui. Il est donc à l'opposé d'un John Smith, et propose un type de héros vulnérable qui est là pour apprendre, pas pour vaincre. Un héros auquel on peut s'identifier et auprès duquel on tire des leçons plus complexes et plus actuelles que seulement « c'était peut-être pas ouf la fois où j'ai décimé cette famille d'autochtones et que j'ai mis le feu à leur baraque ». Au cours de l'histoire de Pocahontas, John Smith, qui arrive en hostile, se définit jusqu'à la fin de par sa différence avec le clan Powhatan, même lorsqu'il reconnaît leur humanité et souhaite ouvrir le dialogue avec eux. Et on note que sa rencontre avec Pocahontas se fait quand il s'apprête à la tuer, mais qu'il renonce à tirer au moment où il remarque qu'elle est canon. De son côté, Jake découvre Pandora et les Na'vi à travers un processus d'assimilation, puisque c'est la nature même de sa mission. Même s'il est censé travailler en secret pour le méchant qui veut tout péter, sa découverte admirative et candide de la culture Na'vi est plus proche de celle du personnage de Sigourney Weaver. Dans le cas de Jake, en revanche, c'est Neytiri qui le tient en joue à son insu et qui renonce à tirer. Mais cette fois, c'est pas parce qu'elle le mate, c'est parce qu'un petit plumeau vient se poser sur son arc et que ça veut probablement dire quelque chose. Cette partie de l'équipe chapeautée par le docteur Grace Augustine reconnaît d'emblée les Na'vi comme étant une civilisation performante et idéale, et c'est petit à petit que les militaires qui sont là pour le blé se mettront à les appeler sauvages, tandis que dans Pocahontas, les colons partent de l'a priori que les natifs sont des sauvages, pour se rendre compte petit à petit du contraire. Autrement dit, dans le deuxième cas, on part d'une situation d'intolérance pour aller vers la tolérance, tandis que Cameron présente une situation plus contemporaine, où l'on part du principe que l'égalité et la tolérance sont acquises, pour ensuite se rendre compte de leur fragilité et de l'importance de continuer à se battre pour elles. La situation est donc retournée et actualisée pour correspondre à des engagements concrets de notre époque. Comparons également la conclusion de l'arc narratif de John Smith et celui de Jake Sully. Pocahontas s'achève sur l'impossible réconciliation entre deux civilisations, et l'idée que John Smith va tout simplement mourir s'il reste en Virginie, alors qu'Avatar se termine sur l'intégration zélée de Jake à la civilisation Na'vi après son domptage de Toruk, et le fait qu'il conserve désormais un corps dans lequel il a retrouvé l'usage de ses jambes. Le message final est donc complètement différent entre un corps qui dépérit lorsqu'il est en milieu étranger et un corps qui guérit et qui renaît quand il évolue dans une culture différente. Si le message des films est différent, c'est aussi parce qu'il existe dans un contexte lui aussi différent et qui les impacte nécessairement. Pocahontas oppose mystique et technique et parle déjà clairement de respect de la nature et des êtres vivants, mais ne tient pas de discours particulier sur les progrès technologiques et l'urbanisation. Et pour cause, ces questionnements étaient moins sur le devant de la scène à l'époque qu'aujourd'hui. Ce qui ressort du film, c'est davantage un discours antiraciste de tolérance universelle, qui est davantage axé sur les questions de civilisation. De son côté, James Cameron privilégie la question écologique, en parlant de villes où il n'existe plus de verre que les choux de Bruxelles et où Mère Nature a été totalement anéantie. On rappelle que les choux de Bruxelles ne sont pas le fruit de Mère Nature, mais bien des entrailles de l'enfer.
Si la thématique de l'acceptation de la différence est présente aussi, elle est chevillée à une critique du capitalisme, car c'est le désir de profit qui balaye la compassion des méchants. Par ailleurs, la mise en avant du discours écolo, elle passe aussi par le fait de montrer précisément, avec force spectacle, les ravages de la destruction de la nature, notamment dans la scène où un bulldozer, pelleteuse, rouleau compresseur, tracteur met en pièces l'arbre des âmes, ou dans tout l'affrontement qui s'ensuit d'ailleurs. Pocahontas, elle se contente de chanter que les cailloux ont un nom et que les ours, c'est mignon. PS, ne faites pas comme elle, si vous prenez un ourson dans les bras sous les yeux de sa mère, vous n'y survivrez pas, même si vous êtes en train de chanter à votre amoureux. Et c'est bien aussi, mais c'est juste un petit peu moins concret comme engagement écolo. Alors en attendant que Poca, elle prenne sa carte chez les Verts, on rappelle que James Cameron, lui, est devenu vegan, qu'il alerte régulièrement sur le sort de la planète et qu'il a lancé en 2010 une campagne visant à planter 1 million d'arbres. Avatar prend donc place dans un contexte tangible de discours engagés et dans un environnement politique où son message peut avoir un impact sur le spectateur et ses futurs choix. En somme, oui, il y a du Pocahontas dans Avatar, c'est indéniable. Mais non, l'un n'est pas égal à l'autre, et pour cause. Les grands tenants et aboutissants des deux scénarios qui paraissent similaires à première vue sont en réalité fondamentalement différents, faisant du film de James Cameron bien plus qu'un remake 3D du film d'animation de Disney. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet, et on se revoit très bientôt si jamais Avatar 2 ressemble un peu trop à Pocahontas 2. Mais avant de vous laisser, on m'a dit qu'il fallait que je vous dise ça et il faut que je respecte les consignes, sinon vous ne me verrez plus ici. Si vous en avez les moyens et l'envie, n'oubliez pas qu'il existe un abonnement à écran large. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous aider à continuer à exister, au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Et en plus, ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine. Récemment, on est revenu par exemple sur Panic à Florida Beach, Chronicle et la série The Pacific. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo, et ça tombe bien parce que rappelez-vous que le Père Noël vous regarde. Merci et à bientôt.